La première, 13h15, 14h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. La principale raison, je crois, de faire son service est l'engagement de défendre ce à quoi l'on tient par-dessus tout. C'est une perte d'un an et j'aimerais mieux passer un an à faire autre chose. Se réveiller un matin dans un dortoir, enfiler un uniforme, saluer le drapeau avant un parcours du combattant, des millions de Belges sont passés par là. Jusqu'en 1992, le service militaire était obligatoire pour tous les hommes à partir de 18 ans. La fin de la guerre froide et les économies budgétaires ont eu raison de la conscription. Dans les années 90, les jeunes avaient de toute façon la tête ailleurs. Depuis lors, l'armée belge, devenue armée de métier, n'a cessé de subir des économies et s'interroge sur son avenir. Le service militaire n'est peut-être pas mort, il se réinvente sous une forme volontaire, celui d'un service d'utilité collective qui doit voir le jour début 2023. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue consacré donc au service militaire en Belgique. Le bon vieux temps pour certains, du temps perdu pour d'autres. Le service militaire divisait la Belgique jusqu'en 1992, il y a donc 30 ans maintenant. Et il continue de diviser la Belgique aujourd'hui entre ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont fait, et puis ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui ne l'ont pas vécu. Les jeunes hommes nés après 1975 ou ceux qui ont été exemptés pour diverses raisons. C'est la fin du service militaire qu'on va vous raconter dans cette émission, la fin d'une institution qui était un repère social important, mais un repère qui a perdu de son utilité après la fin de la guerre froide. Oui, et pas seulement son utilité militaire, former des soldats, donc qui pourraient peut-être un jour être appelés en cas de conflit avec l'URSS à l'époque. Le service avait aussi une utilité sociale. L'armée avait un rôle d'éducation, de formation, de brassage aussi de différentes populations, des rôles qui faisaient de moins en moins consensus dans la société belge. Et puis raconter la fin du service militaire, c'est aussi évoquer ce que l'armée belge est devenue. Après, cette armée de métiers professionnels qui a eu le blues post-service, elle a perdu le contact avec les civils, s'est sentie parfois abandonnée par les politiques, on va en parler. Actuellement, avec la guerre en Ukraine, elle revient au centre des préoccupations. La Lettonie a réintroduit le service militaire obligatoire et 9 pays en Europe l'ont toujours, de la Grèce à la Suède, en passant par l'Autriche et la Suisse. Pour en parler, avec nous, rien de moins que le patron de la Défense, l'amiral Michel Hoffmann. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et peut-être une première question toute simple avant d'entendre ces archives et ce récit. Quand est-ce que vous avez fait votre service, vous ? Je n'ai jamais fait mon service militaire. Je suis rentré très jeune à l'école royale des cadets à Laken, à l'âge de 14 ans. Ah oui. Donc je me suis levé en effet au rythme du clairon tous les jours vers 6 heures et je connais très très bien le sentiment d'un milicien qui rentre comme ça dans un monde tout à fait étranger. Oui, vous avez décidé la carrière avant d'avoir donc dû faire votre service. Vous n'avez pas dû le faire parce que vous avez choisi la carrière militaire. Exactement. D'accord. On se replonge en 1995, année où les derniers conscrits ont quitté l'armée. On se rend à Arlon, dans des casernes dépeuplées. Mars 1995. Les dernières neiges s'effacent sous un soleil timide. Bientôt, elles auront disparu du sol vallonné du pays d'Arlon. Une barrière rouge et blanche, piquée de rouille, barre la route qui mène vers l'école d'infanterie du camp Bastin. La Jeep du commandant Jacques Kolb s'approche. Il descend de son véhicule. Sur la barrière, un mécanisme qui semble bricolé à partir d'un dispositif de caddie de supermarché. Le commandant met une pièce de 20 francs belges et la barrière s'ouvre sur une route qui sillonne entre les baraquements. Alors, c'est un système comme dans les charrettes de Grand Bazar, ça ? C'est ça. C'est exactement le même système. Le problème est donc, auparavant, il y avait un homme de garde. Pour alléger le système de garde, il n'y a plus de gardien. Mais pour obliger le personnel quittant le quartier par cette voie-ci à refermer la barrière par la suite, eh bien, ils ont eu la géniale idée d'installer un système type CADI-GB
grande surface, pièce de 20 francs. Comme ça oblige la personne pour récupérer sa pièce de 20 francs à refermer la barrière par la suite. Voilà. Et vous avez toujours une pièce de 20 sur vous alors? Oui, parce que la première fois j'ai été fort surpris. J'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, croyant que quelqu'un allait venir. Et après, je me suis demandé pourquoi. Et l'explication m'a été fournie, donc pièce de 20 francs. Voilà. Ce jour-là, Didier de la Fontaine de la RTBF est en visite au camp Bastin. Avec son caméraman, il filme les réfectoires vides, les chaises bien rangées sur les tables. Il filme les carcasses de lits et de casiers réglementaires qui attendent sur un terrain vague qu'un ferrailleur les emporte. Il filme les militaires qui se sentent abandonnés car depuis 1 an, les miliciens sont partis. Les civils ne sont plus appelés sous les drapeaux. L'adjudant magasinier du camp est nostalgique. Moi, je les aimais bien quand même. Et puis, certains avaient même un métier dans le civil qui convenait parfaitement bien à l'armée. Hein. Et ils apprenaient quelque chose? Je pense que oui. Ne fût-ce que des méthodes de rangement, je vais prendre dans ce cas-ci, mais si c'était pour, par exemple, chauffeur-char ou chauffeur... Avant, j'ai fait la fonction dans des garages, ne fût-ce que la mécanique. Vous avez du bon boulot, hein, ici. C'est un petit peu juste le temps qu'ils nous ont laissé pour nous abandonner comme ça, les programmes. Enfin, on se débrouillera, hein, mais c'était bien pratique quand même. Ouais. Vous les regrettez vraiment, là? Ah, oui. À Arlon, les militaires vivent mal la fin du service décidé par le gouvernement de Jean-Luc Dehaene 3 ans plus tôt. La guerre froide a pris fin, la menace russe semble désormais bien lointaine. En 1992, le gouvernement belge prend sa décision. Le service militaire obligatoire, c'est fini, ou presque. Il n'y aura plus d'appelés à partir du 1er janvier 1994, et dès l'année prochaine, le service sera réduit à 8 mois en Belgique et à 6 en Allemagne. La nouvelle libère toute une génération qui doit calculer maintenant si en fonction de son année de naissance et des années d'études qui leur restent, elle pourra, oui ou non, échapper à la dernière levée, celle de l'année 93. Et ce calcul est loin, très loin, d'être simple à comprendre. Si vous faites partie de la levée 93, que vous n'avez demandé ni sursis ni report d'appel, vous serez obligatoirement appelé à vous présenter au centre de recrutement et de sélection avant le 15 octobre de cette année. Et si vous êtes déclaré apte, vous appartiendrez alors à cette catégorie historique des derniers jeunes Belges non volontaires à accomplir leur service militaire. Petite consolation, celui-ci sera de 6 mois en Allemagne et de 8 mois en Belgique. En résumé, seuls ceux qui arrivent cette année en fin d'études et qui n'ont plus droit à aucun sursis feront leur service, tous les autres y échapperont. Finalement, la levée 1993 obligera encore des appelés qui ont bénéficié de sursis à se mettre au service de l'armée jusqu'en 1995. Et c'est cette année-là que le nouveau ministre de la Défense, Karel Pinkston, tranche et libère les derniers 819 appelés sous les drapeaux le 1er mars. Dans la caserne des Verts, à Bruxelles, l'annonce de cette nouvelle est accueillie avec jubilation. Les miliciens lancent leurs bérets et chantent la démobilisation devant les caméras de la RTBF. Ce cri du cœur a dû s'entendre aujourd'hui un peu partout. Pour les 819 miliciens encore sous les drapeaux, c'est bientôt l'acquis. Je suis vraiment malade. Demain, je sens le congé jusqu'à fin février. Désormais, nous ne devrons plus subir tous les affronts de l'armée. Et puis un tel bonheur, on a du mal à le garder pour soi. Il fallait vite le partager. Allô, mamie? Ça va? Est-ce que tu as entendu la radio ce midi? Le service militaire est fini le 1er mars, paraît-il. Pour Fabrice, le barman, c'est 6 mois et demi de gagné. Dans quelques jours, il va rejoindre sa palette de concepteurs publicitaires. Il était le dernier barman milicien ever, et désormais, les militaires devront s'en sortir sans lui. Ils devront boire beaucoup plus de café pour faire tout ce que les miliciens ont fait à leur place. Cet après-midi, nos miliciens se sont retrouvés une dernière fois ensemble à la cafétéria. Un toast à M. Pinkston. Et à tous les miliciens qui nous ont précédés. Santé, monsieur le ministre. Hein. À tous ceux qui nous ont précédés et à tous ceux qui ne nous suivront pas. Santé. Hein. Voilà des années qu'une majorité de jeunes Belges en rêvaient. Échapper au service militaire était devenu un sport national. Dispense, exemption, objection de conscience, les moyens ne manquaient pas. Retour 12 ans plus tôt. La RTBF consacre une soirée spéciale sur la question du service militaire. On est
début 1983, l'émission commence par un micro-trottoir assez révélateur. Dans les circonstances présentes, c'est une perte d'un an et j'aimerais mieux passer un an à faire autre chose. Le service militaire, c'est pas terrible, mais il faut aller avec un certain esprit, s'amuser et essayer de prendre la vie du bon côté. Si je devais être appelé, comme je le serais, je crois que je n'irais pas. Je me ferais objecteur de conscience. Moi je trouve que c'est très bien. Comment dire, ça aide à devenir quelqu'un, quoi. Mais si vous pouviez l'éviter, je l'éviterais. J'essaierais de tout faire. J'essaierais d'avoir du piston. C'est une chose de bien parce que quand même, il faut des gens qui s'engager et tout pour qu'on ait une force actuellement en Belgique. Je vais essayer de rendre un service utile, mais je n'essaierai pas d'être exempté. Dans ces années 80, le service militaire est à son apogée. Près de 40 000 miliciens défilent chaque année à l'armée. La vie du milicien belge commence à 16 ans et demi. Il reçoit de sa commune un document lui signifiant que bientôt, à ses 18 ans, il devra prester son service. Dans les années 80, il est de 12 mois en Belgique et de 10 mois en Allemagne, une durée plusieurs fois raccourcie. Quand viennent les 18 ans, le milicien reçoit sa convocation. L'année de leurs 18 ans, nous leur envoyons un deuxième papier leur rappelant qu'ils doivent demander leur sursis ou éventuellement dispense, exemption. Alors, s'ils ont demandé un sursis, ils sont reversés à la levée suivante. S'ils ne demandent rien, nous leur envoyons leur dossier de présélection sur lequel ils doivent indiquer leurs renseignements et désirs concernant le service militaire et nous transmettons aux autorités militaires qui, elles, les convoquent par notre intermédiaire toujours. Pardon monsieur, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici au service de la milice? Je suis venu demander une dispense vu que j'ai déjà 2 frères qui ont fait leur service militaire. Et vous espérez bien ne pas faire le vôtre? Oui. Vous préférez ne pas le faire? Oui. Comme ça, je peux continuer mes études et je ne vais pas rester un an à l'armée, quoi. S'il n'est pas dispensé, direction le Petit Château, dans le centre de Bruxelles, principal centre de recrutement du pays. Dans cette immense caserne de briques rouges qui borde le canal, les miliciens doivent d'abord se mettre en ordre administratif. Sur des petits bancs de bois décatis, ils écoutent un instructeur. Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue au centre de recrutement et de sélection. Nous allons maintenant procéder à un acte légal par lequel vous allez acquérir la qualité de militaire. Je vous communique qu'à partir de cet instant, vous êtes soumis aux lois militaires et que vous avez acquis la qualité de militaire. À cet effet, vous êtes prié de signer la déclaration individuelle en dessous du mot « recrue » en bas à droite. Seconde étape. Un examen médical afin de déclarer les miliciens aptes ou non au service. 10% d'entre eux sont déclarés inaptes et sur ces 10%, la moitié le sont pour des problèmes psychologiques. L'après-midi, ceux qui ont été déclarés aptes retrouvent les bancs des salles de recrutement pour une série de tests qui vont décider de leur affectation future. Regardez l'exemple numéro 1. À gauche, vous voyez 3 carrés contenant un dessin. Dans le premier carré est dessiné un gros point noir. Dans le deuxième carré, il y en a 2. Dans le troisième, il y en a 3. Après ce premier tri, le milicien reçoit son affectation et c'est parti pour un premier mois d'instruction. Course au pas, parcours du combattant, salut au drapeau, tout y est. Dans la brume hivernale de la caserne de Marche-en-Famenne, les jeunes recrues s'époumonnent alors qu'à moins de 1000 km, le rideau de fer est toujours bien là. Dans cette caserne où s'entraînent les paracommandos, les miliciens testent les unités de combat, ventre à terre, dans les fourrés. Il y en a un qui observe, il y en a un autre qui creuse. Avant gauche, 700, la carcasse de char. Vu? Tiens, dites, ça fait 2 mois maintenant que vous êtes au service militaire. Est-ce que ça vous plaît? On le prend du mieux possible, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, on le prend? Parce qu'il faut bien le faire, c'est ça? Évidemment. On est obligé. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je m'imaginais avoir la vie plus belle que ça, quoi. Enfin, on n'est pas trop mal, mais moins de travail, qu'on s'ennuierait plus, quoi. Je croirais qu'on aurait plus resté en champ
que ne faire que ce qu'on fait pour le moment. Mais tous les miliciens ne connaissent pas la boue, le froid et le parcours du combattant. Beaucoup, sans doute la majorité même, sont, comme le veut l'expression, déplanqués. Ils sont employés dans des tâches d'entretien ou des tâches administratives. Par exemple, attendre près du téléphone qu'il sonne. De toute façon, je dois rester. Moi, je suis ici en permanence au téléphone, donc c'est pour s'il y a des urgences, si jamais un blessé grave dans le camp. Il faut de toute façon tout le temps quelqu'un ici au bureau pour avoir une permanence, continuer le téléphone de toute façon. Ouais. Encore 5 mois à faire. Je m'ennuie de temps en temps. Bah, il faut bien le faire, on le fait, quoi. C'est ce que vous aviez demandé au petit château? Non, non. Qu'est-ce que vous aviez demandé? Bah, moi, j'avais demandé pour rentrer dans mon métier, quoi. C'est-à-dire? Menuisier. L'ennui est aussi le quotidien de nombreux miliciens. À la fin de leur journée, à 5 heures précises, ils se pressent à la cantine. Entre les flippers et les fléchettes, les bières coulent à flot. Après avoir fait ces 8 heures de service, on oublie un peu, beaucoup l'armée, et on se retrouve à la cantine. Bah, à partir de 5 heures, on a fini, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Des fois, on sort en ville, des fois, on vient ici à la cantine, quoi. Et est-ce que c'est facile de sortir, de rentrer du camp Ah, ici, pour musiciens, oui. Enfin, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas fait de gaffe, quoi, je crois que ça peut aller, quoi. En ce début des années 80, l'utilité du service militaire est déjà interrogée, mais encore à la marge. Des militants plaident pour l'objection de conscience, un service civil qui permet d'éviter l'armée, mais qui dure près de 2 ans. En pleine guerre froide, où le nombre est la grande force du pacte de Varsovie désigné comme l'ennemi, l'armée plaide toujours pour le service. Elle y voit aussi des vertus éducatives et sociétales. La principale raison, je crois, de faire son service est l'engagement de défendre ce à quoi l'on tient par-dessus tout. La famille, son milieu et un certain nombre de valeurs fondamentales telles que paix et liberté. Valeurs qui ne sont pas à l'abri de toute menace. La meilleure façon de sauvegarder ces valeurs, c'est précisément par le service militaire généralisé, de montrer que c'est la nation tout entière qui désire les défendre. À côté de cet engagement personnel, il y a une deuxième raison fondamentale, c'est l'enrichissement personnel que l'on peut retirer d'un service militaire bien fait. Le jeune qui sert dans une unité active, qui prend des responsabilités et qui aborde son service militaire dans un esprit positif, en retirera un épanouissement sur le plan physique, caractériel et social. Il entrera en contact avec des jeunes d'autres milieux, il développera son esprit de camaraderie et le sens du service gratuit désintéressé. Ce sont, je crois, des valeurs importantes. Et oui, l'armée prétend jouer un rôle d'éducation de la nation au nom de valeurs morales. Mais en 1989, la chute du mur, puis la fin de l'URSS et la réunification allemande changent la donne. L'armée se tourne vers les opérations extérieures spécialisées. Les besoins de recrues civiles s'effondrent, les économies budgétaires et l'évolution de l'individualisme font le reste, le service militaire tombe comme un fruit mûr. Retour à Cambastin, en 1995, où dans les bâtiments vides résonnent les fantômes des miliciens. Dans ces années 90, l'armée vit une sorte de traumatisme. Utilisée en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, elle se sent pourtant méprisée. Elle perd ses miliciens, elle perd surtout beaucoup de moyens et la moitié de ses effectifs. De 100 000 en 1990, elle passe à 50 000 5 ans plus tard, une véritable saignée. Le colonel Gilson, qui commande le Cambastin, est amer. Le mur s'est écroulé, les missions ont changé. Disons que l'imminence d'un danger venant de l'Est, même s'il n'est pas supprimé le danger, mais l'imminence n'est pas immédiate. Avoir une armée de métier en soi, ça ne constitue pas un problème. D'autres pays l'ont fait avant nous. Le problème, c'est qu'on était beaucoup trop vite en Belgique. On a supprimé ce qu'on possédait, c'est-à-dire le service militaire, avant de nous donner les moyens de faire l'armée de métier. Depuis 1990, les économies dans l'armée n'ont plus jamais cessé. Mais pour la première fois depuis lors, l'armée va voir enfin ses moyens augmenter. Ainsi en a décidé l'actuel gouvernement de Crau.
La première. L'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet. Pour revenir sur la fin du service militaire et puis pour raconter ce qu'il s'est passé à l'armée après, nous recevons donc l'amiral Michel Hoffman, patron de l'armée. Alors, revenons d'abord avec vous, si vous le voulez bien, sur le service militaire. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période où, on l'entendait dans les archives, dans nos archives, l'armée jouait un rôle social important? Nostalgique, c'est probablement pas le bon mot. J'ai eu la chance de passer les 10 dernières années probablement du service militaire, ou même les 15 dernières années à bord des unités de la marine, avec énormément d'activités, aussi une grande partie de miliciens qui fonctionnaient à bord dans différentes fonctions. Et la très très grosse majorité de ces miliciens étaient utilisés dans des fonctions opérationnelles ou de service et étaient généralement très heureux puisqu'ils voyaient une partie du monde également. Donc il y a beaucoup d'images ici de ce reportage que je ne connais pas du tout. Ça veut dire aussi que ce moment de la fin du service militaire au début et jusqu'au milieu des années 90, c'est un moment où dans l'armée, en réalité, il y a des soldats qui sont sur le terrain et qui sont relativement loin, comme vous l'expliquez, qui sont un peu loin de ces préoccupations parce que le contexte international en fait que l'armée, elle est sur le terrain. Tout à fait, je pense que c'est le vécu de beaucoup de ces miliciens qui sont repartis avec un bon souvenir et qui partent avec des bons témoignages. Et au mieux, ils étaient occupés à des tâches actives, opérationnelles qui avaient du sens. Au meilleur, leurs souvenirs, je suis sûr. Oui. Alors, Michel Hoffman, c'est quoi les avantages et les défauts pour vous du service militaire? On reste à l'époque, au fond. Est-ce que c'était une bonne idée de le supprimer? On ne va pas parler du contexte maintenant, ça on va le faire après dans l'émission, mais à l'époque, est-ce qu'on a eu raison de le supprimer? Est-ce qu'on a eu raison de le supprimer? Je pense qu'il y avait des éléments et des facteurs qui étaient présents pour au moins prendre cela en considération. Et en effet, les changements géopolitiques, la chute du mur de Berlin, la disparition de la guerre froide, tout de même un peu d'espoir d'avoir une grande période de paix. L'évolution technologique aussi qui faisait que ça devenait peut-être un tout petit peu plus difficile de former toute une série de jeunes à des métiers plus techniques au sein de l'armée. Parce que les outils étaient de plus en plus complexes, ça demandait des formations plus longues. Tout à fait, donc ça demandait des formations plus longues, donc la période disponible de 6-8 mois en fonction d'eux était un peu trop courte. Et puis aussi, il y avait la motivation au sein de la société, naturellement, pour voir, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin? Et voilà, ça a amené le gouvernement de l'époque et probablement aussi le cadre budgétaire qui faisait qu'il y avait probablement un besoin de limiter certains coûts, nous a amené le gouvernement de l'époque à suspendre le service militaire. Oui, vous avez raison de dire suspendre parce que c'est vrai qu'en fait, on pourrait le réactiver assez facilement puisqu'il est seulement suspendu, il n'a pas été totalement La loi existe abrogé. toujours. La loi existe toujours. Voilà, exactement, c'est suspendu et en fonction d'une décision politique, on pourrait le réintroduire, je vais dire, assez facilement au niveau décisionnel en tout cas. On va se poser la question de savoir s'il faudrait le réintroduire, mais restons quand même sur la suppression à l'époque. Je voudrais vous faire réécouter, on l'a entendu un petit peu dans le récit, mais en plus long, les arguments qu'invoquait à l'époque l'armée belge pour justifier auprès de la population ce service militaire. Je vous propose de réécouter l'intervention du colonel Hubert Demar à propos donc de ce service, ça date de 1983. La principale raison, je crois, de faire son service est l'engagement de défendre ce à quoi l'on tient par-dessus tout. La famille, son milieu et un certain nombre de valeurs fondamentales telles que paix et liberté. Valeurs qui ne sont pas à l'abri de toute menace. La meilleure façon de sauvegarder ces valeurs, c'est précisément par le service militaire généralisé, de montrer que c'est la nation tout entière qui désire les défendre. À côté de cet engagement personnel, il y a une deuxième raison fondamentale, c'est l'enrichissement personnel que l'on peut retirer d'un service militaire bien fait. Le jeune qui sert dans une unité active, qui prend des responsabilités et qui aborde son service militaire dans un esprit positif, en retirera un épanouissement sur le plan physique, caractériel et social. Il entrera en contact avec des jeunes d'autres milieux, il développera son esprit de camaraderie et le sens du service gratuit désintéressé. Ce sont, je crois, des valeurs importantes. S'il est candidat gradé, il apprendra à organiser et à exercer son autorité. Cela concerne
de l'ordre de 39 000 jeunes garçons chaque année qui font un service de 8 à 10 mois et 13 mois s'ils sont candidats officiers de réserve. Je voulais réécouter cette archive parce que je trouve ça intéressant et j'en ai vu beaucoup des archives sur le service en préparant cette émission. L'argument de la défense du pays, l'argument militaire intervient assez peu dans la communication de l'armée. C'est beaucoup le fait que vous allez apprendre des choses, vous allez rencontrer d'autres personnes et toutes ces valeurs morales. Et oui, le côté brassage social aussi, c'est un peu un des éléments de langage, entre guillemets, qui est arrivé jusqu'ici pour les gens qui, comme moi, étaient encore enfants à la fin du service militaire. Cette idée de brassage social, que toutes les classes allaient se rencontrer, faire des choses ensemble, ça c'est quelque chose qui vous parle encore ? Oui, je pense que c'est un des arguments probablement pour motiver éventuellement une décision dans ce sens. Il y a des alternatives que nous développons pour le moment. Le service d'utilité collective en fait partie, mais c'est un fait qu'une des forces et des points d'attrait ou d'attractivité de la défense, c'est en effet amener de la structure dans la vie de jeunes, c'est d'amener l'organisation, un sens de l'organisation, de la discipline, qui fait que on ressort un peu plus adulte après quelques mois ou après quelques années d'avoir baigné dans notre organisation. En même temps, on voyait bien dans la société belge qu'il y avait beaucoup, vous l'avez entendu dans le récit, de jeunes qui essayaient de ne pas faire leur service. Alors certains ont dit j'ai des pistons, d'autres se faisaient C'est aussi un des mythes qui reste c'est peut-être quand les gens mythe, parlent du service militaire, qui expliquent comment ils ont été exemptés, comment ils ont fait. Ça reste des récits aussi. En fait, il y a à peu près la moitié des jeunes qui étaient normalement devaient faire le service qui le faisaient réellement, parce que parfois ils étaient malades, etc. Il y avait des bonnes raisons. Certains disaient parfois des pistons. Bon, on n'a pas vérifié ça maintenant, c'est un peu difficile. Mais il y avait peut-être aussi ça qui a justifié, Michel Hoffman, la fin du service, c'est que l'adhésion dans la population n'était plus là comme avant, même s'il y a encore beaucoup de jeunes aussi qui souhaitaient le faire. Mais je pense qu'il y avait aussi un sentiment d'injustice ou de discrimination par rapport à certains groupes. Ceux qui n'avaient pas de piston, ils étaient obligés et d'autres avaient plus de chance. Donc je pense que ce sentiment a joué également dans la décision de suspendre le service militaire à cette époque. Et c'est un fait que chercher un piston pour ne pas le faire, c'était probablement un des sports nationaux de l'époque. On voit que dans les pays, même en Europe, qui ont toujours le service, c'est vrai qu'il y a un consensus social assez fort pour le garder. C'est difficile d'imposer ça à sa population si le consensus social n'existe pas. Alors justement, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler, vu maintenant le retour de la menace à l'Est, avec cette guerre en Ukraine, d'un retour du service militaire ? Est-ce que c'est possible ? Et je parle ici du service militaire obligatoire. Je pense que c'est de toute façon une réflexion qui vaut la peine d'être menée. Vu la situation, en fait, on peut prendre les mêmes arguments de l'époque qui ont mené à la suspension. On pourrait reprendre les mêmes arguments pour éventuellement réintroduire un service militaire, mais il faudrait tout de même prendre le temps de la réflexion. Les arguments qui sont vraiment alors liés à la sécurité au niveau international. Il y a en effet la situation géopolitique, géostratégique actuelle qui fait qu'il y a un besoin éventuel, ou potentiel en tout cas, de devoir se défendre. Peut-être pas sur le territoire national, mais au moins le territoire de l'OTAN ou du continent européen, et qui peut justifier donc éventuellement le besoin de rappeler des gens. Et pour ça, justement, est-ce que pour vous, un système de conscrits, donc de civils qu'on peut rappeler, est un système efficace, un système qui va fonctionner s'il y a un moment donné, effectivement, il y a des besoins de défense militaire en Belgique ? Pour ça, il faut un tout petit peu regarder la géographie et les pays voisins. Nous voyons que les pays qui sont les plus proches ou les plus confrontés à une menace où cette perception de la menace est plus grande. Je regarde la Finlande, je regarde la Suède, la Norvège également, je regarde ce qui se passe dans les pays baltes. Nous voyons que certains ont soit maintenu la circonscription ou d'autres l'ont réintroduite récemment, les dernières années, avec une adhésion et un succès tout de même auprès des jeunes, pour les raisons que nous avons invoquées. Et un système alors d'armée à géométrie variable, qu'on peut avoir une forme de noyau dur comme ça pour les moments de paix ou de calme au niveau géopolitique, et puis avoir une armée qu'on peut gonfler comme ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue militaire aujourd'hui, pour vous, a du sens ? Ça a du sens, et je pense que le gros avantage également, c'est de maintenir un lien entre l'armée et sa nation, et d'augmenter l'adhésion autour de sa défense et de cet engagement nécessaire. Oui, on sent que vous êtes
plutôt favorable à cette idée, Michel Hoffman, mais est-ce que c'est techniquement possible ? Voilà, c'était 40 000 jeunes à l'époque qui passaient à l'année dans la milice. Il faut des locaux, il faut des formateurs, il faut du budget. Est-ce que c'est possible de le faire imaginable en tout cas, dans les prochaines années ? Dans les prochaines années, oui. Demain, non. Parce que, comme vous le dites, il faut des budgets, il faut l'équipement, il faut l'infrastructure, il faut le personnel pour encadrer tous ces miliciens, tous ces jeunes. Et on le voit très, très bien, tant en Russie qu'en Ukraine, pour le moment, qui ont tous les deux une mobilisation partielle ou plus générale. Ils doivent tous les deux dans les deux pays, on voit qu'ils sont confrontés à ces problèmes d'équipement, d'encadrement, de formation et de matériel. Donc, on serait confronté exactement à la même situation. Mais je retiens quand même que c'est une possibilité que vous laissez ouverte, le retour d'un service militaire, vu la situation internationale, quoi. Je pense que c'est une réflexion qui doit être menée. Encore une dernière chose sur ce point-là. Vous disiez, au milieu des années 90, il y avait cette difficulté d'accès à la technologie et de formation pour les jeunes miliciens. J'imagine qu'aujourd'hui, en 2022, cette question-là, elle est encore plus aiguë. Elle est encore plus aiguë et vous avez tout à fait raison. Les équipements, les systèmes d'armes, les systèmes que nous utilisons aujourd'hui sont d'une technicité encore plus grande et demanderaient des formations également plus longues ou demanderaient de mobiliser dans des secteurs bien pointus pour lesquels déjà le marché actuel est très difficile. Mais cela dit, alors, pourrait jouer une forme de rôle de formation. On sait que c'est aussi des métiers qui sont demandés après le service militaire, des compétences technologiques. Oui. La première, l'histoire continue. Hélène Maquet, Bertrand N. Alors Michel Hoffman, je rappelle que vous êtes amiral, vous êtes le Tchod, le chef de la défense. On parlait beaucoup d'un possible retour du service militaire obligatoire, mais avant ça, il y a surtout que vous allez mettre en place, avec le gouvernement fédéral, un service militaire volontaire à partir de l'année prochaine. Alors, on ne peut pas l'appeler service militaire volontaire. Il a un autre nom, si j'ai bien compris. Oui, nous allons mettre en place un service d'utilité collective. Et j'ai regardé un tout petit peu dans les archives également. C'est un concept qui apparaissait déjà dans les années 90 également, le service communautaire ou un service civil. Le service d'utilité collective est en effet un des projets que nous allons mettre en place. Nous sommes en train de développer, je vais dire, les cadres légaux, réglementaires pour mettre ça en place. Le but ou l'objectif également, c'est de toucher une certaine frange de jeunes qui sont peut-être moins favorisés ou qui sont dans des situations un peu plus difficiles, je vais dire, pour leur donner une formation initiale et les baigner dans une organisation structurée et bien organisée. Ça veut dire que ce service d'utilité collective, quand on prend les deux grands pieds sur lesquels était appuyé le service militaire, qui était d'une part le développement individuel, la cohésion sociale, etc., et d'autre part les besoins en termes de défense militaire de la Belgique dans l'encadrement géostratégique général, c'est plutôt ce premier pied, ce premier pilier de cohésion sociale et de développement de l'individu qui motive ce service d'utilité collective. Certainement, et je pense que ça fait partie de toute une série d'initiatives que nous prenons actuellement pour essayer de recruter, d'intéresser, d'attirer des jeunes vers la défense. L'objectif également de ce service d'utilité, c'est de susciter éventuellement certaines vocations, comme dans le temps, il y avait des miliciens qui passaient l'examen pour passer militaire de carrière. C'était une porte d'entrée. C'était une porte d'entrée. On peut s'imaginer qu'un service d'utilité collective pourrait également être une porte d'entrée pour certains de ces jeunes. Voilà, et ce sera un service d'utilité collective à l'armée avec aussi, peut-être c'est une différence avec le service militaire, une rémunération qui est prévue. Il y a une rémunération qui est prévue pour tout de même attirer certains jeunes. Ouais. Je pense que c'est conforme également à ce qui se passait dans le temps avec les miliciens. Elle sera probablement un tout petit peu plus intéressante. Ça aussi, ça doit se déterminer dans les mois à venir. Et c'est un fait aussi que nous essayons de mettre ça en place en collaboration avec Actiris, Forem, le VDAB en Flandre pour justement encore orienter certains chercheurs d'emploi vers cette solution. Alors, ça c'est le service d'utilité collective, c'est pour l'année prochaine. Je voudrais revenir aussi, pour terminer cette émission, Michel Hoffman, sur un témoignage, celui du commandant de la province du Luxembourg, commandant militaire de la province du Luxembourg, le commandant Gilson,
qui disait se sentir quand même un peu abandonné ou entre deux chaises, entre ce moment où l'armée a subi, en tout cas de son point de vue, la fin du service, mais que le politique n'a pas mis les moyens pour faire une armée de métier. Est-ce que vous confirmez ce sentiment de l'époque, du milieu des années 90, un sentiment un peu d'abandon? Ce sentiment d'abandon, je ne l'ai peut-être pas perçu moi-même personnellement, mais c'est un fait que nous avons vécu des périodes assez difficiles de restructuration avec des budgets limités, avec des moyens de plus en plus limités également, et des plafonds au niveau du personnel qui a fait que nous sommes... et des missions de plus en plus nombreuses également aussi. Parce que dans les années 90, il y a eu la Yougoslavie, le Rwanda, le Kosovo. L'armée était peut-être plus utilisée que jamais. Encore plus utilisée que jamais auparavant, c'est vrai. Mais elle a perdu des moyens et presque 50 000 hommes en quelques années. Je rappelle les chiffres, c'est énorme. C'est énorme et il faut absorber ça. Il y avait également le déménagement de nos forces armées en Allemagne vers la Belgique. Donc c'était toute une période de restructuration. Ça demandait également des moyens, mais le budget à ce moment-là était plafonné également à un petit 100 milliards de francs belges à l'époque. On en est loin. Oui, on était à plus de 3% du PIB dans les années 80. Oui. On est descendu jusqu'en dessous du pourcent fin 2017. C'est dire si la Belgique n'a cessé en fait de faire des économies depuis cette fin du service. Ça change. D'ailleurs, avant la guerre en Ukraine, le nouveau gouvernement avait décidé de réinvestir. Exactement, et je pense que le gouvernement précédent, avec la vision stratégique, avait déjà pris les premiers pas, mais avec le plan STAR qui a été approuvé maintenant cet été, nous avons vraiment des perspectives positives à l'horizon 2030, et toutes les unités de la défense sont aussi de nouveau confrontées, à d'autres problèmes, mais ce sont des challenges, des défis positifs par rapport au passé. Vous disiez que le service d'utilité collective pouvait servir de porte d'entrée pour du recrutement. Ça veut dire que vous cherchez des hommes, des femmes pour entrer dans l'armée, et ça veut dire aussi que le nombre de militaires va augmenter? Ou c'est pour remplacer et pour maintenir le cadre existant? Non, c'est pour non seulement remplacer, mais c'est pour renforcer les effectifs un peu partout, puisque nous passons grosso modo 25 000 à 29 000 à l'horizon 2030. Donc on aura besoin de plus de monde au sein de la défense. Et voilà, nous utilisons le service d'utilité comme une des initiatives qui devrait nous amener à cet objectif. La défense offre également un ascenseur social à énormément de monde qui peuvent rentrer comme soldats et terminer comme officiers. Et c'est quoi les profils que vous recherchez ? Nous cherchons tous les profils. En fait, il y a 100 métiers différents à la défense. Ça peut être des profils, de soldats ou de matelots de base, à des profils beaucoup plus pointus comme des spécialistes en informatique, des juristes, des techniciens, naturellement, énormément de techniciens, avions, mécaniques, voitures, véhicules plutôt. Beaucoup de métiers différents. Est-ce que l'armée va reprendre un peu la place, l'importance qu'elle avait encore dans les années 80, lié donc à cette menace supposée à l'époque de l'URSS, du pacte de Varsovie? Il faut dire qu'il y avait 1000 kilomètres, même pas, entre Elsenborn, le camp militaire le plus à l'est de la Belgique, et le rideau de fer. Aujourd'hui, on voit que la menace revient. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir à une importance, un rôle social aussi important qu'à l'époque? On aurait au moins un rôle opérationnel de défense du territoire de l'OTAN, pas seulement de la Belgique, qui sera renforcé, qui est lié naturellement à l'évolution dans le monde. Et avec ça aussi, je suis sûr qu'on remplira notre rôle social pour tout le personnel qui passe par notre organisation. Peut-être une dernière question. Quand vous regardez ce fil du temps qu'on a retracé aujourd'hui entre les années 80, les années 90 et aujourd'hui, les coupes dans les budgets, la diminution des effectifs et puis la situation géopolitique, militaire, géostratégique aujourd'hui qui est beaucoup plus tendue, est-ce que au sein de vos troupes, il y a une forme d'amertume ? Certainement pas. Je ressens énormément de motivation au sein des troupes dans toutes les unités, chez les jeunes et chez les moins jeunes. Je pense qu'il y a une motivation qui est liée naturellement à l'investissement que le politique a décidé de faire pour notre organisation. Et on voit dans toutes les unités qui sont vraiment confrontées de manière très tangible à cette transformation énormément d'enthousiasme et de motivation, tout en reconnaissant que ça restera encore difficile vu
la situation du personnel actuellement, mais de nouveau, les perspectives sont très très bonnes. Oui, il y a quelque chose qui a quand même fondamentalement changé. On le voit aussi en Allemagne, où tout d'un coup, il y a eu une sorte de réveil politique pour réinvestir dans les moyens de la défense et dans l'armée allemande, qui était un peu dans une situation similaire à la nôtre, enfin, plein sans doute de choses différentes, mais dans les budgets, voilà, c'était aussi quelque part pas la priorité du gouvernement allemand pendant des années. Il y a un changement de priorité aujourd'hui, ça c'est l'évidence. C'est évident et c'est très tangible également, c'est très concret et nous travaillons tous les jours très très dur pour réaliser les objectifs. Merci beaucoup Michel Hoffman d'avoir été avec nous pour retracer cette histoire, cette fin du service militaire, l'évolution de l'armée et puis les perspectives, vous nous le disiez, qui sont évidemment étroitement liées au contexte international. Avec peut-être une réflexion sur le retour du service, un jour, peut-être s'y attendre, peut-être s'y préparer, on verra. Merci en tout cas d'avoir été là, Michel Hoffman. Avec plaisir.